Elle a pleuré, j'ai pleuré, tout le monde pleurait. Être là, avec ses propres yeux, D'être dans la vibration du moment. Le premier à pouvoir témoigner du drame. c'est un moment de grande émotion. Les Houthis encerclaient cette zone. C'est plus possible de vivre en Libye, il faut qu'on parte. Et soudain, le bébé était là. Ces personnes-là avaient vraiment besoin de raconter. Cette photo a été prise à Sinjar, dans le nord-ouest de l'Irak, à la frontière syrienne, au tout début du mois de septembre 2019. Elle représente une femme âgée qui a le visage marqué, ridé, mais qui a un très beau visage, que moi je trouve très belle. Et elle a un voile blanc assez lâche sur la tête et sur ses cheveux, qu'on aperçoit un peu sous le voile et qui sont gris-blanc aussi. Et en superposition du portrait de cette dame, il y a une photo de famille, une vieille photo de famille, sur laquelle on voit un groupe de personnes. On distingue des enfants, on distingue plusieurs femmes et des hommes, et ils se tiennent devant ce qu'on suppose être leur maison, parce qu'ils sont debout devant un mur, et puis on voit une porte comme une porte d'entrée. Ce sont des membres de sa famille qui ont été enlevés par l'organisation État islamique en 2014 à Sinjar. Sinjar, c'est le lieu historique de la minorité yazidi en Irak. C'est une région du nord de l'Irak et donc on est en fait au milieu du désert, on n'est pas très très loin de Mossoul. Et donc au milieu de ce désert, il y a une espèce de grande chaîne montagneuse qui est extrêmement aride, extrêmement escarpée. Et c'est dans cette région que vivent historiquement les Yazidis qui sont une minorité religieuse, donc ils parlent kurde en général, et ils pratiquent un monothéisme qui est un monothéisme donc extrêmement ancien, qui pourrait rappeler un peu le zoroastrisme par certains aspects. On est sur quelque chose de très manichéen, et qui en fait ne correspond pas à grand-chose dans les autres religions, donc ils sont vraiment à part. Et donc, comme avec certaines minorités qui sont vraiment très distinctes, ils ont été l'objet de pas mal de persécutions. En fait, les Yazidis eux-mêmes disent qu'ils ont fait l'objet de plus de 70 génocides au cours de l'histoire, parce qu'on les considère comme bizarres, comme infidèles, comme adorateurs du diable. Enfin, on leur appose tout un tas d'étiquettes qui sont bien entendu des fantasmes et des projections. La dernière en date ayant été l'offensive lancée par l'organisation État islamique sur cette zone le 3 août 2014. Et qui a eu en fait pour résultat la mort de centaines de personnes, même de milliers de personnes, l'enlèvement de milliers d'autres, et la dévastation en fait de cette communauté et de cette zone. Il faut savoir qu'en août 2014, en fait, les forces kurdes irakiennes qui étaient censées protéger la zone ont fui en fait, ont déserté leur position pendant une nuit, et c'est cette nuit-là que l'État islamique du coup, on a profité et a pris la zone. Donc on est sur des gens qui, je pense, n'ont aucune confiance en la capacité d'une force militaire ou d'un État à les protéger et à vouloir les protéger. Il y a des gens qui sont revenus, je pense par choix, il y a des gens qui sont revenus parce que c'était ça, ou un camp de déplacés. Comment les gens qui sont revenus peuvent vivre dans ces conditions, et je ne parle pas de conditions matérielles, même si les conditions matérielles sont assez désastreuses, je parle vraiment au niveau psychologique. Pourquoi en fait on revient dans cette zone alors qu'on y vit dans une forme de peur permanente? Ils avaient au fond de leur maison un espèce de sac d'urgence avec des papiers, de l'argent, des vêtements à attraper pour pouvoir partir tout de suite. J'allais dire si l'État islamique revenait, mais là, dans le discours, c'est même pas si l'État islamique revenait, c'est quand l'État islamique reviendra, parce que les gens sont persuadés que ça n'est qu'une question de temps avant que l'État islamique revienne. Je pense que c'est très violent, ne serait-ce que psychologiquement, de se dire, en fait, je ne suis pas en sécurité, ça peut recommencer, et pourtant je suis là.
Cette dame, elle s'appelle Halo Khalaf. Quand je l'ai rencontrée, donc en 2019, elle avait 66 ans. Dans mon souvenir, c'était une maison un peu sur les hauteurs de Fenoni. Je l'ai rencontrée en fait dans le cadre d'un travail sur le trauma collectif. Je crois qu'au départ, l'idée de MSF, c'était de dire quelque chose en photo sur la santé mentale. Le principe, c'était d'essayer de montrer en image le trauma, de façon plus générale, de montrer en fait tout ce qui est invisible, c'est-à-dire le deuil, la perte, l'absence, enfin voilà, des choses qui sont que par définition on ne voit pas. C'était ça justement qui était intéressant. J'ai eu carte blanche pour traiter le sujet comme je l'entendais. Et à partir de là, moi je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on montre qu'il ne se voit pas ? Comment on montre la souffrance ? C'était intéressant parce qu'on pouvait justement être un petit peu imaginatif et puis partir dans des choses un peu créatives. Enfin, c'était pas simplement de la photographie documentaire. L'idée, c'était d'essayer de montrer qu'est-ce que les gens ont dans la tête. On demande aux gens qu'est-ce qui vous empêche de dormir. Il y a un mot en arabe qui est tafkir, en fait. C'est des pensées qui tourbillonnent, c'est quand on pense trop. Donc par exemple, dans le cas de cette dame qui était complètement mangée, complètement phagocytée en fait par les disparus qu'elle continuait à attendre, l'idée c'était de dire, on prend une photo de famille où il y a justement toutes ces personnes dont l'absence la dévore. C'est cette photo qu'on superpose. Après, en fait, techniquement, les superpositions, je les ai faites via Photoshop. Cette dame, elle s'est beaucoup livrée, et c'est probablement aussi pour ça que j'ai choisi la photo. Enfin, il y a l'aspect esthétique, moi je la trouve très belle, il y a ce fond qui est vaguement rose que je trouve joli aussi. Enfin, moi, elle me parle esthétiquement, la photo, mais vraiment, la rencontre était particulière. Quand on est une femme, on a accès au monde des femmes, et là, c'était vrai aussi pour ce sujet. Parce que, par exemple, cette dame, Halo, je ne sais pas comment elle se serait comportée, si elle se serait ouverte à ce point-là, si j'avais été un homme, mais le fait est que moi, j'ai senti que dans cette espèce de rapport de femme à femme, il y avait une forme de confiance. Enfin, je veux dire, on est quand même sur des sociétés hyper conservatrices où les hommes et les femmes hors du cercle familial se mélangent relativement peu. Donc ça dépend évidemment, enfin c'est à nuancer selon les régions, selon les milieux. Mais de façon générale, on est sur une société où les sexes sont séparés. Et donc, quand on est une femme, en fait, on ne représente pas une menace pour l'honneur des femmes. Donc, on rentre dans les maisons, on rentre dans les chambres des femmes, on rentre dans les chambres des filles. Par ailleurs, comme moi, je suis une femme, mais je ne suis pas une femme irakienne, les hommes me traitent... Enfin voilà, je ne suis pas complètement une femme non plus, parce que vu que je suis une étrangère, je n'ai pas à me soumettre aux mêmes injonctions que les femmes irakiennes. Donc en fait, c'est un peu un statut hybride, mais qui au final est assez intéressant en termes d'accès. On a commencé à discuter et moi j'ai fait sortir toute la famille parce que les familles dans cette région en fait sont beaucoup ensemble, vivent beaucoup ensemble. Et vous avez en fait toute la famille quelque part qui est là, qui écoute. Et moi, il y a un moment où j'ai dit, bon, là, en fait, il faudrait que je reste seule parce que je vais lui poser des questions sur des choses qui ne seront pas faciles à dire et parce que je veux qu'elle puisse en parler librement sans avoir le poids du regard de la famille et cette espèce d'autocensure qu'on peut se mettre, en fait, quand on est aussi parmi les siens. Et là, une fois qu'on a été toutes les deux, oui, vraiment, les vannes étaient ouvertes. Je lui ai demandé si elle avait des photos de famille qu'elle avait pu sauver et qu'elle pouvait me montrer. Et donc... dans ces photos, il y avait évidemment donc ces anciens portraits et une bonne partie des personnes présentes sur ces portraits avaient été soit tuées, soit enlevées donc par l'organisation État islamique. Et quand on en est arrivé au moment où moi je lui ai dit est-ce que vous pouvez m'expliquer qui est sur ces portraits, ce que ça représente pour vous, il y a un moment en fait où ça a été où c'était trop pour elle. Parmi les personnes enlevées qui l'ont notablement marqué, il y a son frère qui s'appelle Khader. Je me souviens qu'on avait arrêté la conversation. On était sur une douleur, mais on était sur une plaie qui ne cicatrisait pas, quoi. C'était ouvert, c'était béant. Quand on discute avec des gens, moi en plus, j'aime bien, avant de prendre une photo, parler aux gens, prendre mon temps, les écouter. Et donc, c'est sûr qu'on entend des choses qui sont très très dures, mais... ça n'a absolument rien face à la souffrance des gens qui vous le racontent. C'était quelque chose qui était vraiment chargé en émotions et donc plus que certaines fois. Alors moi je pleure beaucoup. Donc en général il y a un point de la conversation où la personne en face pleure et où moi j'en suis au même point. Elle a pleuré, j'ai pleuré, enfin voilà, tout le monde pleurait dans cette pièce.
En plus, quand on est photographe, voilà, du coup, on n'y voit plus grand-chose. Après, il est certain que quand on est dans une démarche aussi technique, à un moment, l'appareil photo met un écran, mais littéralement, en fait, on voit les gens à travers l'objectif. Et ça met une forme de distance, parce qu'on est concentré sur ce qu'on va obtenir en termes d'image. Et ça permet aussi de prendre une forme de recul par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Donc l'aspect technique, en fait, moi, ça me sauve aussi. Parce qu'il y a un moment, non, là, je vais pas pleurer, je vais pas être en larmes comme la personne d'en face, parce qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse mon boulot. À un moment, quelque part, le professionnalisme prend le pas. C'est un peu une situation étrange. Moi, j'arrive avec mon appareil photo, avec mon carnet, avec mon passeport européen, et je vais en fait vous demander de me raconter les trucs horribles que vous avez vécus, et même avec toutes les pincettes et toutes les précautions qu'on prend. Enfin, je veux dire, c'est évident que c'est d'une violence absolue. Bon, là, en l'occurrence, les gens étaient pris en charge dans le programme de santé mentale de MSF, donc il y avait un suivi médical, psychologique. C'était en fait extrêmement, j'allais dire rassurant, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais réconfortant d'être précisément dans le cadre de MSF et d'être encadré parce que j'avais eu des psys qui m'avaient dit ok, elle tu peux aller la voir, tout ça, donc je me disais ok, il y a eu une forme d'évaluation d'abord, je vais pas arriver et rajouter du trauma sur le trauma. Je prends toujours énormément de précautions oratoires, de leur dire la vérité sur ce qui va se passer, c'est-à-dire de leur dire mais attention, la photo en fait une fois qu'elle est prise, on est à l'ère d'internet, la photo vous ne la maîtrisez pas, vous ne pourrez pas restreindre son usage. Les gens disent mais alors est-ce que ça va nous aider que vous faisiez ça? Si on veut faire une réponse sincère, c'est non, et ça peut ne rien changer, c'est même assez probablement ce qui va se passer. En revanche, oui, ça va donner à connaître votre histoire.